Ils ne l'ont jamais vu venir. Un simple murmure dans la nuit, un bourdonnement à peine perceptible, porteur d'un message silencieux. Ibrahim Traoré, un homme calme au cœur du Sahel, savait que derrière cette mystérieuse perturbation dans les cieux se cachait un défi qu'aucun autre n'osait relever. Cette nuit-là, sous le ciel sans étoiles du Burkina Faso, un événement se préparait, un changement qui allait redéfinir l'équilibre du pouvoir dans la région. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais d'un pays tout entier qui s'élève contre des forces invisibles. Ibrahim Traoré n'était pas un simple soldat. Il était un symbole de résistance et de souveraineté. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement de protéger l'espace aérien du Burkina Faso, mais de faire une déclaration sur l'avenir de l'Afrique face à la domination étrangère. Le ciel au-dessus du Sahel n'était plus un espace vide à surveiller, il était devenu un champ de bataille, où chaque mouvement serait scruté et chaque décision pesée. Ibrahim savait que chaque seconde comptait. Ce qu'il allait faire allait redéfinir les relations géopolitiques en Afrique, prouvant que même les plus petites nations pouvaient se défendre contre les puissances mondiales. Les enjeux étaient immenses. La souveraineté nationale, la sécurité et le respect de son peuple étaient en jeu. Le Burkina Faso allait défier les attentes et prouver qu'il n'était plus une proie facile. Cela a commencé par un bourdonnement faible, à peine perceptible, dans le ciel étoilé du Burkina Faso. Au début, personne n'y prêtait attention. Mais à mesure que les nuits se passaient, la fréquence de ce phénomène étrange augmentait, et les rumeurs ont commencé à circuler parmi les villages du Nord, le long du corridor du Sahel. Ibrahim Traoré, toujours attentif aux détails, a pris note de ces rapports. Au début, certains y voyaient une superstition, mais pour Ibrahim, l'élément qui attirait son attention n'était pas le bruit lui-même, mais ce qu'il signifiait. Ce n'était pas un simple incident technique. Le bourdonnement se produisait à des heures fixes, se dirigeant toujours vers des points stratégiques de la région. Les zones minières récemment désertées par les entreprises étrangères et les bases militaires disséminées sur la frontière. À mesure que les jours passaient, la situation devenait de plus en plus préoccupante. Les anciennes technologies de surveillance du Burkina Faso étaient obsolètes, mais Ibrahim avait l'intuition que quelque chose de plus grand se dessinait à l'horizon. En silence, il ordonna à son équipe de suivre les modèles de ces bruits mystérieux, les recoupant avec les mouvements des drones et des satellites occidentaux. Ce qui semblait au départ être une simple curiosité devenait un indicateur inquiétant. L'espace aérien du Burkina Faso était sur le point d'être violé. Mais cette violation ne se produirait pas sans conséquence. Ibrahim Traoré savait qu'il ne pouvait pas simplement attendre que l'inévitable se produise. Il fallait réagir rapidement, avant que le pays ne soit pris au dépourvu. L'histoire allait se jouer dans les prochaines heures, et Ibrahim était prêt à défier les puissances invisibles qui surveillaient son pays. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un leader militaire, mais une figure emblématique d'une Afrique en quête de souveraineté et de dignité. Son regard calme et déterminé dissimulait une vision claire de ce qu'il fallait faire face à l'invisible. Ce n'était pas un homme qui se laissait intimider par des forces plus grandes que lui. Dès les premières alertes sur les bruits inhabituels dans le ciel, il s'est attelé à une tâche de grande envergure: comprendre ce qui se passait, analyser chaque mouvement et prévoir une réponse appropriée. Traoré savait que l'équilibre de pouvoir dans la région ne pouvait plus être pris pour acquis. Pour lui, chaque moment de silence était une opportunité, mais aussi une menace silencieuse. Lorsqu'il a reçu les rapports détaillant la présence de drones étrangers dans l'espace aérien burkinabé, il a agi avec une précision militaire. Il a ordonné à ses officiers de rassembler toutes les données disponibles sur les mouvements aériens suspects et a commencé à ajuster les fréquences radar pour repérer les signaux invisibles qui se dissimulaient dans le ciel. Ce n'était pas un acte impulsif, mais une réponse mûrement réfléchie, un jeu de patience dans lequel Ibrahim misait sur la capacité du Burkina Faso à défier la surveillance internationale.
Cependant, il savait aussi que la réalité était différente. La moindre erreur pourrait mener à un conflit ouvert, mais c'était un risque qu'il était prêt à prendre. Ibrahim n'avait pas seulement l'avenir du pays entre ses mains, mais un message puissant à transmettre au monde. L'Afrique n'était plus à la merci de puissances extérieures. Tout a commencé lentement, presque discrètement, mais ce qui semblait être un murmure dans le vent du désert allait se transformer en une tempête géopolitique. Les premières indications étaient à peine remarquées, un léger bourdonnement dans le ciel, océan du Burkina Faso, qui se répétait chaque nuit à la même heure. Mais au fur et à mesure que les rapports s'accumulaient, Ibrahim Traoré prit conscience qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène isolé. Les bruits glacés ne suivaient pas seulement un rythme étrange. Ils se concentraient autour de zones spécifiques, les régions minières, les bases militaires isolées et les anciennes installations industrielles abandonnées par les entreprises étrangères. Les signes étaient clairs. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose de plus grand était en train de se dérouler. Dans les premiers jours, la tension monta progressivement. Les drones, d'abord observés dans des zones éloignées, commencèrent à s'approcher des zones stratégiques de la nation. Ils volaient bas, silencieux, invisibles au radar classique, se fondant dans le ciel. Leur trajectoire était systématique, répétitive, comme si elle suivait un plan précis. Ibrahim ordonna à ses officiers de renforcer la surveillance dans ces zones. Les premiers ajustements radars furent effectués dans la discrétion, sans alarmer les autorités étrangères, mais le message était clair. Le Burkina Faso ne resterait pas passif. Puis, au bout de quelques jours, la situation franchit un nouveau seuil. Les drones ne se contentaient plus de survoler les zones désaffectées. Ils étaient maintenant directement au-dessus des installations militaires, à proximité de certaines des ressources naturelles les plus précieuses du pays. La tension monta d'un cran, mais Ibrahim Traoré resta implacable. C'était un jeu d'attente, un test de patience et de réactivité. Le moindre mouvement mal interprété pouvait entraîner une escalade. Ce n'est qu'à la fin de la 2e semaine que les autorités militaires confirmèrent la présence de drones étrangers, et non pas des appareils civils. Ces drones étaient équipés d'une technologie de pointe, manifestement plus avancée que tout ce que le Burkina Faso possédait. Cependant, Ibrahim savait que cette asymétrie de pouvoir n'était pas insurmontable. Il ordonna à ses ingénieurs et à ses radars d'être recalibrés pour repérer ces appareils furtifs. Ce processus fut discret, mais crucial. Traoré comprenait qu'une fois que le Burkina Faso serait capable de localiser ces drones, il pourrait prendre des mesures concrètes. Dans les jours qui suivirent, la situation se précisa encore davantage. Des drones se déplaçaient aussi en formation, toujours aux mêmes heures, en suivant un parcours géométrique précis. Ils semblaient ne jamais se déséloigner des zones minières récemment désertées. La confirmation vint finalement. Le Burkina Faso n'était pas simplement observé. Il était sous une surveillance active et systématique. Un choc électrochimique passa à travers la nation, mais Ibrahim Traoré était prêt. Il savait que c'était le moment. Les préparatifs étaient désormais complets. Les militaires burkinabés étaient sur le pied de guerre, mais le véritable défi ne résidait pas dans les armes. Le défi était de savoir comment réagir à une intrusion aérienne invisible, comment utiliser les ressources limitées du pays pour répondre de manière décisive. Le pays avait appris à survivre sous pression, mais cette fois, la pression venait d'un tout autre niveau. Ibrahim Traoré savait que l'avenir du Burkina Faso était en jeu. Non seulement le pays devait se défendre, mais il devait envoyer un message clair. L'Afrique n'était plus un terrain d'observation pour les puissances étrangères. C'était une question de souveraineté, et cette souveraineté serait défendue, même contre les puissances les plus puissantes. Les premières données étaient incomplètes, mais elles suffisaient à donner une image claire de ce qui se passait. Les signaux radars recalibrés ont permis aux ingénieurs de localiser avec précision les mouvements des drones étrangers. Ces appareils, à la technologie sophistiquée, se déplaçaient dans des formations complexes,
chaque vol ayant un schéma récurrent. Le premier signe tangible que quelque chose n'allait pas a été l'observation de plusieurs drones évoluant en formation triangulaire, comme s'ils suivaient des coordonnées géographiques prédéfinies. Ces données ont été confirmées par des rapports internes et des enregistrements radars. En moins de 48 heures, des rapports ont été envoyés aux responsables militaires du pays, indiquant clairement que les drones n'étaient pas des appareils commerciaux, mais des unités de surveillance militaire étrangères. Ces observations ont été corroborées par les témoignages des soldats en première ligne, qui avaient signalé des lumières clignotantes dans le ciel à des moments précis. Les premières statistiques étaient impressionnantes. Plus de 200 heures d'observation ont permis de tracer les trajectoires de ces drones. Chaque signal a été minutieusement enregistré, et les chercheurs ont été en mesure de déterminer les zones de concentration des drones, notamment autour des mines d'or et des zones militaires qui avaient récemment été réorganisées. Les drones volaient à des altitudes qui les rendaient invisibles aux radars conventionnels, mais grâce aux ajustements de fréquence effectués par l'équipe d'Ibrahim Traoré, les dispositifs de surveillance ont pu capter des signaux faibles mais réguliers, permettant ainsi une cartographie précise des mouvements aériens. Ce n'est qu'après la 5e nuit que les données sont devenues indiscutables. Les drones n'étaient plus simplement en train de survoler des zones éloignées. Ils se déplaçaient vers des installations militaires hautement sensibles, se rapprochant des bases stratégiques et des infrastructures clés, à une vitesse et à une régularité qui ne laissaient aucun doute. Les rapports reçus des stations radars du Burkina Faso ont permis d'identifier les distances exactes des drones par rapport aux points stratégiques du pays, révélant qu'ils suivaient des trajectoires de plus en plus rapprochées. L'ampleur de cette intrusion n'était plus questionnable. Les preuves étaient claires. Le Burkina Faso était sous surveillance constante. Ce fut à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré décida de prendre la tête de l'opération de défense. Le message était clair. Le pays ne resterait pas passif face à ces violations répétées. Il ordonna la mise en place d'un réseau de surveillance élargi, permettant à son équipe d'obtenir des informations en temps réel. Les drones, qui avaient jusque-là évolué en silence, étaient désormais sous haute surveillance, chaque mouvement étant suivi de près. Les ingénieurs et les techniciens burkinabés travaillaient d'arrache-pied pour affiner les technologies locales et maximiser l'efficacité des radars. La décision de riposter était imminente. Les données collectées au cours des semaines suivantes ont montré une évolution surprenante. En l'espace de 7 jours, les drones étrangers semblaient avoir ajusté leur trajectoire, se rapprochant encore plus des zones d'intérêt. Les analystes ont identifié une corrélation directe entre les changements de trajectoire des drones et les mouvements géopolitiques dans la région. Les preuves étaient désormais accablantes. Ces drones n'étaient pas là par hasard, mais bien dans un but précis. Les informations recueillies ne laissaient aucun doute sur l'intention des puissances étrangères. Surveiller et, potentiellement, interférer avec la souveraineté du Burkina Faso. Les premières analyses des experts militaires étrangers ont rapidement remis en question la capacité du Burkina Faso à réagir efficacement à l'intrusion des drones. Certains ont même suggéré que l'infrastructure de défense du pays était bien trop limitée pour faire face à une telle menace. Le Burkina Faso, avec ses capacités limitées, ne pourra jamais intercepter des drones aussi sophistiqués, ont affirmé plusieurs observateurs internationaux. Ces voix, provenant de puissances occidentales, ne prenaient pas en compte un facteur essentiel, la détermination et la résilience du pays face à l'adversité. Ibrahim Traoré, loin d'être découragé par ses évaluations extérieures, a vu cette situation comme une opportunité de démontrer la véritable force de son pays. Plutôt que de se concentrer sur les lacunes de son équipement militaire, il a misé sur l'ingéniosité et l'adaptabilité. Le Burkina Faso n'avait pas besoin d'avoir les technologies les plus avancées, mais il possédait un avantage stratégique majeur. Son équipe de défense
était prête à repousser les limites de la technologie locale. Ibrahim savait que l'innovation ne venait pas toujours de la possession de matériel de pointe, mais plutôt de la capacité à penser différemment, à adapter les ressources disponibles pour répondre à une menace. Les experts étrangers sous-estimaient également l'importance du facteur humain dans la défense nationale. Ibrahim Traoré comprenait que la solidarité et la discipline de ses soldats étaient des atouts tout aussi puissants que les technologies modernes. Lors de ses discours aux troupes, il leur rappelait que l'arsenal le plus puissant d'un pays était souvent sa capacité à faire face à l'imprévu. Un n'est pas la machine qui fait la guerre, c'est la volonté de ceux qui la mènent, répétait-il sans cesse. Cette mentalité a été le moteur de la résistance burkinabé. Les critiques internationales ont aussi pointé du doigt l'absence de soutien international, arguant que le Burkina Faso, isolé, ne pourrait pas faire face à des puissances militaires supérieures. Mais une fois encore, Ibrahim a prouvé que la souveraineté ne se mesurait pas à la taille de l'armée, mais à la force de la volonté d'un peuple déterminé à défendre son ciel. Le Burkina Faso, sous sa direction, a riposté avec une stratégie audacieuse, refusant de se soumettre à l'idée que l'Afrique devrait se contenter de rester un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Ce qui semblait être un simple survol stratégique de drones étrangers se transforma en un événement déterminant. Le tournant de la situation survint lors d'une nuit calme, lorsque les signaux radars recalibrés du Burkina Faso détectèrent une anomalie. Les drones, initialement perçus comme des intrus furtifs, se déplacèrent de manière plus audacieuse. Ce n'était plus seulement une surveillance discrète. Les drones se dirigeaient directement vers des points sensibles, comme s'ils avaient reçu de nouvelles instructions. Cette prise de risque, ce changement dans leur comportement, marqua le début d'une nouvelle phase de l'opération. Les analystes militaires du Burkina Faso, travaillant en étroite collaboration avec Ibrahim Traoré, décryptèrent les mouvements des drones. Ce qu'ils découvrirent était à la fois surprenant et inquiétant. Les drones étrangers ne se contentaient plus de surveiller. Ils étaient en train de collecter des informations sur les capacités de défense du pays. Le Burkina Faso, dont les ressources étaient limitées, devenait un terrain d'expérimentation pour ces puissances étrangères. Mais Ibrahim, avec une vision claire de l'avenir, comprit que cette intrusion n'était pas un hasard. Elle représentait un défi, un test de la souveraineté du pays. Les événements qui suivirent que le changement dans le comportement des drones étrangers eurent des conséquences immédiates et profondes. Alors que le Burkina Faso se préparait à répondre aux intrusions aériennes, la situation devint plus complexe. Les puissances étrangères, principalement les États-Unis et l'Europe, suivirent de près l'escalade des tensions. En quelques jours, des rapports confidentiels ont circulé à l'échelle mondiale, soulignant l'importance stratégique des ressources naturelles du Burkina Faso, notamment ses mines d'or et ses réserves en minerais rares. Le pays, longtemps aperçu comme une région périphérique, devenait soudainement un centre d'attention géopolitique. L'une des premières répercussions visibles fut la pression diplomatique. Des pays étrangers commencèrent à exercer des pressions sur le Burkina Faso, appelant à un retour à la négociation et menaçant de suspendre les accords économiques en place. Mais Ibrahim Traoré, conscient de la vulnérabilité de son pays face à de telles menaces, résista. Il savait que la véritable victoire résidait dans l'affirmation de la souveraineté nationale, pas dans les concessions économiques. À l'intérieur du Burkina Faso, les répercussions se firent également sentir. La population, qui avait été témoin de l'énorme pression exercée par les puissances étrangères, se sentit renforcée par la réponse ferme de son gouvernement. Les soldats, les ingénieurs et les civils se mirent à travailler ensemble, unis par un objectif commun, protéger leur nation. Les jours suivants, les images de la défense héroïque de l'espace aérien du Burkina Faso commencèrent à circuler dans les médias, créant un sentiment de fierté nationale. Le monde extérieur, en particulier les alliés traditionnels de l'Occident,
commença à remettre en question la position qu'ils avaient adoptée envers l'Afrique, et plus particulièrement envers le Burkina Faso. La résistance de cette petite nation, face à des puissances bien plus grandes, envoya un message fort à la communauté internationale. L'Afrique était prête à défendre ses droits, à prendre le contrôle de son destin. À un niveau plus stratégique, cette confrontation modifia la perception du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays était désormais vu non seulement comme une nation souveraine, mais aussi comme un acteur déterminé à protéger ses intérêts et ses ressources, quitte à défier les grandes puissances. Le message était simple mais puissant. Le Burkina Faso ne se laisserait plus dicter ses choix. Cette nouvelle image du pays marqua un tournant dans sa politique étrangère et dans ses relations avec le reste du monde. Les effets de cette prise de position furent ressentis dans toute la région. D'autres pays africains, témoins de la résistance du Burkina Faso, commencèrent à reconsidérer leur propre approche de la souveraineté et de la défense nationale. Des discussions furent entamées sur la nécessité de renforcer les capacités militaires locales et d'éviter la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Le Burkina Faso, avec l'exemple d'Ibrahim Traoré, devint un symbole de résilience, un modèle à suivre pour d'autres nations cherchant à préserver leur indépendance. Dans les mois qui suivirent à la prise de position décisive du Burkina Faso, 3 scénarios principaux se dessinaient pour l'avenir du pays. Chacun d'eux portait en lui des implications profondes pour la politique, la sécurité et la stabilité du Burkina Faso, ainsi que pour la région du Sahel. Passons maintenant au premier scénario, celui de l'optimisme. Le Burkina Faso parvient à maintenir la pression sur les puissances étrangères et réussit à consolider sa souveraineté grâce à une gestion habile de ses ressources et à une diplomatie proactive. L'opération de défense menée par Ibrahim Traoré est perçue comme un modèle de résistance. À l'échelle internationale, plusieurs pays africains commencent à imiter la démarche du Burkina Faso en renforçant leurs propres capacités de défense et en diversifiant leurs alliances économiques. Le pays bénéficie d'un soutien accru de ses voisins et un nouveau pacte régional de coopération se met en place, visant à protéger l'indépendance des nations africaines face à l'ingérence étrangère. Le Burkina Faso, bien qu'isolé au départ, devient un leader en matière de souveraineté en Afrique. Examinons à présent le deuxième scénario, celui de l'entre-deux. Le Burkina Faso parvient à maintenir sa souveraineté, mais à un prix élevé. Les tensions diplomatiques avec les grandes puissances, notamment l'Occident, continuent de croître. Cependant, grâce à des négociations habiles, Ibrahim Traoré réussit à éviter une escalade militaire ouverte, bien que le pays soit placé sous une pression économique croissante. Les sanctions économiques pourraient avoir un impact sur la croissance, mais le pays réussit à diversifier ses partenaires commerciaux et à renforcer ses liens avec d'autres nations africaines et asiatiques. Cependant, le Burkina Faso reste confronté à des défis internes, notamment la gestion des ressources naturelles et la sécurisation de ses frontières, en particulier avec les menaces croissantes de groupes terroristes dans la région du Sahel. Considérons enfin le troisième scénario, celui du pessimisme. Les tensions avec les puissances étrangères ne se dissipent pas et évoluent vers une confrontation militaire ouverte. Bien que le Burkina Faso continue de se défendre avec courage, le manque de soutien international et les ressources limitées du pays finissent par peser lourdement sur la défense nationale. Les sanctions économiques impactent sérieusement l'économie et des divisions internes apparaissent alors que la population fait face à des pénuries et à l'incertitude. Le pays se retrouve de plus en plus isolé et sa capacité à maintenir l'ordre et la stabilité est mise à l'épreuve. La situation pourrait dégénérer en un conflit prolongé dans la région avec des répercussions pour toute l'Afrique de l'Ouest. Quel que soit le scénario qui se réalise, une chose est certaine. L'avenir du Burkina Faso est désormais indissociable de son choix de résister aux puissances extérieures. Les mois à venir détermineront non seulement le destin du pays,
mais aussi celui de la région entière. L'histoire du Burkina Faso, et particulièrement l'action d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement celle d'un pays qui défend son ciel. C'est un message puissant pour chaque nation, chaque individu qui croit que la souveraineté est un droit inaliénable. Ce n'est pas seulement une victoire militaire ou politique, c'est un appel à l'autodétermination et à la fierté nationale. Pour le peuple burkinabé, ce fut un moment de reconnaissance de leur propre pouvoir, un rappel que même face à des forces apparemment invincibles, l'unité et la volonté collective peuvent briser les chaînes de la dépendance. Les conséquences de cette résistance sont loin d'être limitées aux frontières du Burkina Faso. À travers l'Afrique, des nations qui autrefois se soumettaient à l'influence étrangère commencent à se poser des questions. Peut-être que l'histoire du Burkina Faso peut inspirer d'autres à reconsidérer leur place dans le monde. À un moment donné, chaque nation doit choisir si elle restera sous la tutelle des puissances extérieures ou si elle choisira de se tenir debout, fière de son indépendance. Ce choix, cependant, n'est pas sans risque. Mais il est essentiel pour les générations futures, car il forge non seulement l'avenir du pays, mais aussi celui de tout un continent. Ibrahim Traoré, avec son calme, sa détermination et sa vision, incarne un nouveau leadership, celui qui ne s'incline pas devant l'adversité. C'est ce type de leadership qui permet à un peuple de se réapproprier son destin, de regarder vers l'avenir sans peur, et de se rappeler que, dans chaque moment de silence, réside une force incroyable. Pour garantir la souveraineté du Burkina Faso et renforcer sa position face aux menaces extérieures, un plan d'action clair et structuré doit être mis en place. Ce plan repose sur plusieurs étapes clés, chacune ayant un rôle stratégique dans la défense nationale et la diplomatie internationale. Commençons par la première étape, qui consiste au renforcement des capacités de défense locales. La première priorité doit être le développement des infrastructures militaires nationales. Cela inclut la modernisation des équipements de surveillance, la formation des troupes locales et le renforcement des capacités de renseignement. Le Burkina Faso doit investir dans l'innovation locale, en s'appuyant sur ses propres ingénieurs et experts pour créer des solutions de défense adaptées aux besoins spécifiques du pays au pays. L'autosuffisance en matière de défense sera un pilier central pour éviter toute dépendance excessive vis-à-vis des puissances étrangères. Poursuivons avec la deuxième étape, qui repose sur la diversification des partenariats diplomatiques et économiques. Le Burkina Faso doit chercher à établir des partenariats solides avec des pays ayant une vision similaire de la souveraineté et de l'indépendance. Cela inclut des collaborations avec d'autres nations africaines, ainsi que des alliances stratégiques avec des puissances émergentes telles que la Chine, l'Inde et le Brésil. En parallèle, des accords commerciaux doivent être négociés pour garantir une certaine indépendance économique et éviter de devenir une proie facile pour les grandes puissances. Abordons maintenant la troisième étape, qui vise la sensibilisation de la population et le renforcement de l'unité nationale. Un autre aspect essentiel est l'unité nationale. Le peuple burkinabé doit être impliqué dans la défense de son pays, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique et social. Des programmes de sensibilisation doivent être mis en place pour renforcer le sentiment de patriotisme et d'engagement à la protection des ressources naturelles et de la souveraineté nationale. Terminons par la quatrième étape, qui concerne l'engagement dans des forums internationaux. Enfin, le Burkina Faso doit continuer à plaider en faveur d'un monde multipolaire, en faisant entendre sa voix dans les forums internationaux, en participant activement aux discussions sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique. Le pays peut renforcer son image de nation souveraine et de défenseur des droits des peuples africains. Ibrahim Traoré se tenait là, sous le ciel du Burkina Faso, les yeux tournés vers l'horizon. Ce n'était pas seulement un leader militaire, mais un homme qui avait compris que la véritable force d'une nation ne réside pas dans ses armes,
ou dans sa richesse, mais dans sa capacité à se tenir debout, à défendre ses principes et à ne jamais se soumettre. Ce moment, cette nuit-là, ne marquait pas seulement la victoire d'un pays contre les puissances extérieures, mais le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Un continent qui, pour trop longtemps, avait été observé, mesuré et jugé, venait de rappeler au monde qu'il n'était pas un terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un acteur à part entière, capable de dessiner son propre avenir. Le Burkina Faso n'avait pas simplement protégé son ciel ce soir-là. Il avait redéfini ce que signifie être une nation souveraine dans un monde interconnecté. Les échos de cette victoire, bien que silencieux, résonnaient à travers le continent. Ce moment n'était pas un simple point tournant dans l'histoire du pays, mais une déclaration au monde entier. Nous avons notre propre destin entre nos mains. Et alors que le vent du désert soufflait sur les dunes, Ibrahim Traoré savait que ce n'était que le début. Ce ciel était désormais le sien, et il n'allait plus jamais se laisser voler.